Pour la troisième journée consécutive, la Belgique, elle, tourne à nouveau au ralenti. L'alerte antiterroriste reste maintenue à son niveau maximal dans la région bruxelloise. Métro, écoles, crèches, universités vont rester fermées en raison de la menace d'attentats jugée sérieuse et imminente. 22 perquisitions ont eu lieu la nuit dernière. On va retrouver tout de suite à Bruxelles notre envoyé spécial Karim Akiki. Bonjour Karim. 22 perquisitions la nuit dernière et puis on vient de l'apprendre par le parquet belge. 5 nouvelles interpellations ce matin. Oui, dans la région de Liège, cette région concentre les efforts de la police et les efforts de l'enquête. Selon la presse locale, Salah Abdeslam aurait été vu hier à bord d'une voiture à forte cylindrée. Donc on voit bien que les perquisitions continuent. La nuit dernière, il y a eu également des perquisitions. 16 personnes ont été arrêtées. Le procureur, qui a fait une conférence de presse en pleine nuit, a dit qu'il s'agissait de perquisitions et d'interpellations qui faisaient avancer l'enquête. Pour le moment, nous sommes toujours à la recherche de Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe. Au même moment, les opérations de police se poursuivent, l'enquête se poursuit. Je vous rappelle qu'une dizaine de personnes est activement recherchée par les services de police. Et puis, sur le terrain, dans Bruxelles, nous avons vu des militaires déployés qui sont toujours là. L'alerte maximale niveau 4 est maintenue. Le métro est toujours fermé et les écoles aujourd'hui fermées également. Le gouvernement devrait se réunir en fin de journée pour décider de poursuivre ou non cette situation d'alerte maximale. Et je ne vous cache pas que la population ici commence à se poser des questions. Effectivement, plus que quelques heures pour les Belges avant de savoir si la mesure va ou non être renouvelée, une 4e journée consécutive. On imagine que cela passerait plutôt mal du côté de la population. Effectivement, les Bruxellois avec qui nous avons parlé sont plutôt conscients de la menace imminente. Ils ont respecté les consignes de leur Premier ministre, mais là, en début de semaine, l'état d'esprit change. Il y a d'abord les commerçants, toute l'activité économique qui tourne au ralenti depuis une semaine maintenant. Nous avons parlé avec des restaurateurs qui nous disaient que depuis les attentats de Paris, de Saint-Denis, l'activité avait été divisée par 2. Les touristes ont annulé leur venue ici et puis les entreprises ont demandé à leurs salariés, leurs collaborateurs d'éviter les déplacements. Ceux qui pouvaient faire du télétravail allaient le faire. Et puis il y a également cette notion de liberté. Les Bruxellois tiennent, comme d'autres, à cette liberté qu'ils chérissent tant. Ils ont l'impression pour le moment d'être otages de cette situation, otages des terroristes et de la situation. Ils ne souhaitent qu'une chose, c'est retrouver, comme ils disent, leur liberté chérie. Karim Akiki en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Karim. On revient sur cette question belge avec notre invité du jour, Laurent Lélékian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique. On a le sentiment que Bruxelles se réveille en quelque sorte, si je puis me permettre. La Belgique, elle a été beaucoup critiquée ces derniers jours, ces dernières heures pour héberger les cellules djihadistes. Pourquoi ces mesures maintenant? Pourquoi ce dispositif exceptionnel aujourd'hui? La Belgique, je pense, et Bruxelles, ce n'est pas pire qu'ailleurs. Simplement, ça revêt une importance particulière parce que c'est quand même le cœur des institutions européennes. Les cellules dormantes, vous en avez en Belgique, mais vous en avez sans doute également en Allemagne et dans tous les pays limitrophes de la France. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, une exception belge. Mais c'est vrai que beaucoup de djihadistes qui sont intervenus dans les dernières opérations venaient d'un quartier en particulier, un quartier bien connu des autorités, Molenbeek. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a du mal à passer auprès de l'opinion publique. Oui, mais enfin, des villes avec des grosses communautés immigrées qui abritent des fondamentalistes ou des radicaux, vous en avez de partout. Ce qui est, effectivement, il y a Molenbeek, il y a également Saint-Josse, il y a également Schaerbeek où vous avez des grosses communautés. Alors Molenbeek, c'est plutôt marocain, Saint-Josse, c'est plutôt turc. Vous avez des grosses communautés allochtones, comme on dit en Belgique, mais vous en avez ailleurs. Je crois que la Belgique, de ce point de vue-là, n'est pas différente. Là où elle est différente, c'est qu'elle concentre, si vous voulez, elle préfigure de manière caricaturale le reste de l'Europe, c'est-à-dire une gouvernance très compliquée. En Belgique, vous avez 3 communautés, 3 régions, un pouvoir vacant qui est resté vacant assez longtemps, et finalement un affaiblissement de l'État-nation. C'est de ce point de vue-là un ventre mou de l'Europe occidentale. C'est le morcellement des pouvoirs qui est responsable, selon vous ?
Je pense que là où vous avez un État fort, ça arrive plus tard ou moins vite. Effectivement, de ce point de vue-là, bien avant ces affaires d'islamistes qui datent de ces dernières années, lorsque vous aviez des mouvements subversifs d'obédience communiste, par exemple, on peut penser aux cellules communistes combattantes ou d'extrême droite. Je me rappelle l'affaire des tueurs fous du Brabant wallon, c'était également l'un des foyers de l'insurrection, ou en tout cas du terrorisme, la Belgique. Ces mesures qui ont été décidées, 3 journées consécutives, peut-être une 4e, on attend de savoir. Les Belges, les habitants de la région de Bruxelles, évidemment, sont très impatients en attendant cette réponse, cette issue. Ça peut vraiment s'avérer efficace ? Écoutez, à court terme, oui. À long terme, oui, parce que ça va faciliter les opérations de police et faire ce qu'on a eu chez nous, c'est-à-dire une sorte d'état d'urgence qui ne dit pas son nom. Hein, c'est ça. À long terme, ça ne sera pas suffisant. Je crois que ce qu'on voit s'effondrer sous nos yeux, c'est cette espèce de paradigme européen où l'Europe se voyait comme une sorte de hall de gare et sa zone de chalandise. Finalement, une identité molle, fondée sur le commerce, sur la libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. Et puis on s'aperçoit que c'est aussi la libre circulation des kalachnikovs et des terroristes. Et ça c'est un problème. François Hollande va recevoir Donald Tusk cet après-midi justement pour évoquer ces questions, la mobilisation européenne notamment. C'est à ce niveau-là qu'il faut se remobiliser essentiellement, vous pensez ? Très certainement, on a vu déjà des déplacements très significatifs. L'alliance ou la nouvelle alliance avec les Russes sur le Proche-Orient, sur le front extérieur. Mais je pense qu'il va falloir sans doute une prise de conscience pan-européenne sur ce qu'est l'Europe, sur le projet européen. C'est un réarmement militaire, certainement, et de sécurité. On sait que l'Europe est une des zones qui démilitarise alors que le monde entier remilitarise, y compris les terroristes. Et aussi un réarmement moral. Cette idée de dire l'Europe, finalement, n'a plus d'identité, l'identité c'est mal, l'identité c'est peut-être mal, mais en face nous avons des adversaires qui, eux, ont une identité forte et qui investissent. Aujourd'hui, l'Europe est en train de devenir une zone de guerre. Merci beaucoup Laurent Léléquian d'avoir été notre invité. De rien. On va rester